Bien, bonjour. Alors, on reprend notre discours à partir du point où on s'était arrêté la dernière fois. Comme d'habitude, je fais d'abord la partie d'histoire externe et après les autres parties. Aujourd'hui, on commencera à parler des textes, ou en tout cas d'un texte. Mais avant de passer au texte, donc reprenons le discours d'histoire externe. On avait vu, je crois, la dernière fiche de la dernière semaine, c'était un cas particulier d'Adstra, c'est-à-dire l'influence de petits groupes de Vikings qui s'étaient installés dans la côte normande. Aujourd'hui, on voit, avant de passer de manière plus spécifique à la langue française, on voit un trait de l'influence historique, d'un phénomène historique. C'est-à-dire, je voulais vous montrer quelques traits importants de la diffusion du christianisme et de l'influence du christianisme aussi du point de vue linguistique. Alors, tout d'abord, là vous avez une carte, c'est pas fondamental, mais juste pour vous montrer à quel point assez rapidement le christianisme s'est répandu un peu dans toute l'Europe, en profitant également de la cohérence et de l'unité qui avait été établie par l'Empire romain. Donc, les premiers siècles de diffusion du christianisme ont coïncidé avec un moment encore de forte unité de l'Empire romain, ce qui a favorisé évidemment les communications et l'expansion du christianisme. Ce qui est important, par exemple, à relever du point de vue de l'influence du christianisme, ce sont certaines catégories de la pensée, certains traits, au-delà encore pour l'instant de la question purement linguistique, mais qui a aussi une influence sur la question linguistique. Il y a un certain nombre, une certaine mentalité qui s'est installée aussi grâce au christianisme, notamment, par exemple, toute la réflexion qu'il y a eu à propos du rapport entre foi et pouvoir politique. Là, c'est toute une réflexion qui s'est installée à travers l'action des pères de l'Église et en particulier de certains personnages tels que saint Augustin, qui a joué un rôle très important de ce point de vue-là. Et on ne peut pas nier que certaines spécificités, par exemple, de la mentalité européenne du point de vue du rapport entre foi et pouvoir politique, aussi du point de vue de l'indépendance de ces deux catégories, ce qui caractérise en particulier la mentalité des États modernes, dérive de cette réflexion menée par certains philosophes et certains personnages chrétiens qui ont exercé une influence importante, notamment par exemple saint Augustin. De l'autre côté, du point de vue de la culture, il faut souligner d'un côté l'action des moines et des monastères, surtout bénédictins, des premiers siècles du christianisme, qui ont, tout en la critiquant d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a eu une prise de position, une prise de distance aussi par rapport à la culture classique, mais en même temps, le christianisme des origines s'est nourri de la littérature classique, et ce n'est pas un hasard si c'est justement grâce à l'action de certains moines copistes qu'on a pu conserver certaines œuvres de la latinité classique qui auraient été autrement dispersées ou complètement perdues. Donc il y a aussi cette action importante. Un autre élément concret, mais qu'il ne faut pas négliger, par exemple, c'est le fait que c'est justement à l'époque de saint Augustin, pas par influence directe de saint Augustin, je dirais, mais en tout cas dans la même période, qui s'accomplit le passage entre le rouleau de papyrus et le livre conçu comme l'objet moderne, disons, donc un livre avec des pages. C'est un changement qui peut paraître négligeable, mais qui en réalité a une influence fondamentale pour la diffusion de la culture. C'est-à-dire qu'avant le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, les textes étaient copiés en principe sur des rouleaux en papyrus qui étaient enroulés, et donc la consultation de ces volumes
n'était pas extrêmement facile, dans le sens que si on voulait récupérer un passage qui se trouvait au milieu du texte ou à la fin du texte, il fallait dérouler tout le rouleau, il n'y avait pas d'index, il n'y avait pas de sommaire, donc c'était plus compliqué. De ce point de vue-là, le passage au format livre, c'est-à-dire un objet constitué par plusieurs pages, a permis une plus facile organisation de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, un livre avec des pages permet la numérotation des pages, permet le fait de réaliser un index, permet un accès plus facile, non seulement à l'intégralité du texte, mais à certains passages choisis. Parmi les premiers livres qui ont été réalisés, il y a justement des copies des évangiles. Donc là aussi, on voit une connexion importante avec le christianisme. D'ailleurs, un des premiers exemplaires de livres connus est conservé à la bibliothèque Bodmer à Genève. Je ne sais pas si vous avez jamais été visiter cette bibliothèque. Si jamais vous passez par Genève, je vous conseille vivement de visiter ce lieu qui est très intéressant, et il y a des objets qui sont extrêmement beaux aussi. Donc, du point de vue de l'histoire de l'écriture. Et c'est là qu'il a conservé un des premiers exemples de livre moderne, qui est justement un évangile de Saint Jean, copié encore sur papyrus. Évidemment, l'autre changement fondamental constitue le support d'écriture. C'est le passage entre le papyrus, qui était extrêmement fragile. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, quand on retrouve des papyrus, on retrouve normalement des fragments. Parfois, c'est des fragments vraiment très petits. C'est très difficile de reconstituer le texte. Le passage du papyrus au parchemin, qui est par contre plus cher, beaucoup plus cher, mais plus solide, plus résistant. Et donc cela a favorisé aussi une plus facile conservation de la culture. J'ajouterai aussi dans cette liste que je suis en train de dresser tout le travail philosophique qui a été réalisé toujours par des philosophes chrétiens. Je prends l'exemple de saint Thomas d'Aquin sur la philosophie classique et notamment sur la philosophie d'Aristote. Là aussi, c'est une des bases des catégories de la pensée moderne. Le point de départ de la civilisation occidentale est Aristote. Aristote qui a été réinterprété par la philosophie chrétienne et notamment par tout le travail de saint Thomas d'Aquin. Du point de vue plus strictement lié à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la question de la langue et la question de la littérature, il faut souligner l'importance de la géographie. La géographie, ça signifie les vies des saints, l'histoire des saints. Je vous avais déjà dit que le fait de la volonté de diffusion du christianisme, de communication de la religion chrétienne, amène à la réalisation d'objets de culture qui sont accessibles à un plus grand nombre de personnes. Ce sont, par exemple, des vies des saints, les premiers textes réalisés en français. Ce sont des traductions du latin, en principe, pour favoriser la connaissance de ces vies des saints par un plus grand nombre de personnes. Pour arriver donc à la question plus strictement linguistique, je vous fais deux exemples de deux mots qui ont subi une évolution à travers la mentalité chrétienne et qui sont restés aujourd'hui, qui encore aujourd'hui gardent les traces de cette évolution. Ce sont les mots païen et parler. Le mot païen signifiait, dans le latin classique, indiquer, disons, les habitants de la campagne. En principe, c'était des paysans, justement. Puisque la première vague d'expansion du christianisme, le christianisme s'est répandu à partir des villes. Donc c'est à Rome, en principe, qu'on a commencé à réaliser les premières communautés chrétiennes. À un moment donné, à une certaine phase de cette expansion, la ville de Rome était déjà pas mal christianisée, alors que la campagne restait païenne. Du coup, ce mot païen est passé à indiquer non seulement les habitants de la campagne et les paysans, mais aussi les personnes qui maintenaient encore la religion ancienne, la religion païenne, justement. Et la signification que ce mot a aujourd'hui pour nous garde les traces, justement, de cette transformation sémantique qui est due à une certaine phase du christianisme. Encore plus important est l'évolution du mot « parler ».
Alors, le mot français parler dérive du grec parabolare, grec latinisé, évidemment. Parabolé signifie similitude en grec. Et parabolare est un mot du latin vulgaire qui indique la manière de parler de Jésus, qui s'exprimait par parabole, justement. Donc, qui s'exprimait par similitude, qui utilisait souvent ces similitudes. Or, cette idée de s'exprimer à travers des contes exemplaires, des similitudes exactement, est devenue, au fur et à mesure que le christianisme se diffusait, un synonyme de s'exprimer tout court. D'où la signification actuelle du mot parler. Donc, parler, qui à l'origine signifiait s'exprimer par similitude, a pris une signification plus vaste, plus large, qui est encore la signification qu'on adopte aujourd'hui, celle de parler tout court. Et finalement, je souligne l'importance des homélies, c'est-à-dire des sermons prêchés pendant la liturgie, pendant la messe. Ces sermons, pendant les premiers siècles du christianisme, étaient exposés en latin, comme toute la liturgie d'ailleurs. À un moment donné, dans le moment du passage, de transition la plus forte entre la langue latine et le début de la langue vulgaire, le peuple qui assistait à la liturgie n'était plus en mesure de comprendre un sermon en latin. D'où la recommandation qui a été faite par les évêques dans un concile dont je vous parlerai tout de suite, de traduire ces sermons en langue vulgaire. C'est un des premiers témoignages d'ailleurs de l'existence d'une langue qui n'est plus le latin. Il s'agit du concile de Tours qui a eu lieu en 813, un concile des évêques du christianisme, des évêques chrétiens de la France, dans laquelle on a pris un certain nombre de dispositions, parmi lesquelles une disposition qui concernait justement la langue des sermons. Et dans cette disposition, on dit « et que chacun s'efforce de traduire clairement ces dites homélies en langue romane rustique ou en tudesque ». N'oublions pas que la France, dans cette phase de transition, avait subi encore une forte influence de la langue germanique et une partie de la population parlait francique, cette langue germanique qui a beaucoup influencé le latin en France, afin que tous puissent plus facilement comprendre ce qui est dit. Il est intéressant de relever cette expression « langue romane rustique », « rusticam romanam lingua », qui indique d'un côté une continuité. On considère cette langue encore comme du latin, c'est une langue romaine, donc du latin, mais rustique. Donc désormais, c'est fortement différencié par rapport au latin classique, au point qu'un sermon prononcé en latin classique n'était plus compréhensible. Alors là, à ce moment-là, 813, c'est une des premières attestations de l'existence d'un bilinguisme effectif en France, même si on n'a pas encore pleinement conscience qu'il s'agit d'une langue complètement différente du latin, au point qu'on l'appelle encore avec les mots qu'on utilise pour indiquer le latin. Alors maintenant, on ouvre un autre volet de notre introduction d'histoire externe et on passe vraiment aux caractéristiques de la langue française. On a désormais vu, de plusieurs points de vue, la phase de transition entre latin et vulgaire. C'est le moment de se concentrer sur les caractéristiques de cette langue qu'on appelle le français au Moyen-Âge. Avant de faire cela, j'aimerais faire un résumé des documents qui nous permettent de constater une transition, disons, entre les écrits purement latins et les écrits en langue française. Alors, tout d'abord, nous avons certains documents de la basse latinité, basse signifie tardive, qui nous montrent que la langue est en train de changer parce qu'on y trouve plusieurs néologismes.
plusieurs nouvelles formes qui sont introduites à cause de l'évolution que la langue est en train de subir, surtout du point de vue de la langue parlée. Et cela entre 3e et 5e siècle, donc encore à un moment où l'Empire romain est bien à sa place. Ensuite, nous avons vu l'importance des glosses et des glossaires qui nous témoignent d'un écart plus important, toujours plus important, entre le latin classique et le latin vulgaire. Les glosses nous témoignent que certains mots n'étaient vraiment plus compris par une bonne partie de la population, entre 6e et 9e siècle. Au 9e siècle, à l'époque carolingienne, disons, commencent à apparaître certains textes qu'on ne peut plus qualifier comme des textes latins, mais en même temps, on ne peut pas clairement parler de textes français. Ce sont des textes surtout à caractère didactique ou juridique, c'est-à-dire des textes qui servent à enseigner quelque chose, à communiquer des connaissances, ou des textes juridiques. Pourquoi des textes juridiques? Parce qu'il faut imaginer que, comment dire, dans les procès, par exemple, quand on recueille un témoignage, on doit prendre un compte-rendu de ce témoignage qui soit le plus possible fidèle à ce qui a été dit. Et donc, il doit respecter la langue de ceux qui ont parlé. D'où le fait que les textes juridiques sont souvent les textes qui nous permettent de saisir ces nouveautés qui sont en train d'entrer dans la langue. On appelle cette phase linguistique comme un latin circa romanzum, c'est-à-dire un latin qui est désormais tellement contaminé d'être presque une langue romane. Finalement, au Xe et XIe siècle, donc après les sermons de Strasbourg, qu'on verra après, et qui sont le premier témoignage, ce qu'on considère comme le premier témoignage de la langue française, on a une phase dans laquelle on a l'émergence sporadique de quelques textes sans avoir encore une tradition complète mise en place. Donc il y a quelques textes qui nous montrent que désormais cette langue est en train de s'affirmer, mais qui subit encore, si vous voulez, une forte concurrence de la part du latin. Et ça, c'est la phase qui va du Xe au XIe siècle. C'est seulement à partir du XIIe siècle qu'on peut parler d'une véritable littérature romane. À partir, disons, de la chanson de Roland, pour prendre un texte très important et très ancien, donc c'est très archaïque, s'établit une véritable tradition, c'est-à-dire qu'au XIIe siècle, il y a toute une série de textes qui apparaissent et qui nous montrent que désormais, la langue française est utilisée de manière systématique pour la production de culture. Du point de vue de la langue, on fait un saut, on passe au plein milieu du Moyen-Âge, au 1200, disons, et on constate qu'à cette époque-là, en France, il y avait 3 blocs linguistiques. C'est-à-dire le français, même en 1200, n'est pas une langue unitaire. C'est une langue qui se fonde sur plusieurs variantes dialectales. Et notamment, on peut regrouper cette variante en 3 régions, en 3 blocs importants. Il y a le nord de la France qui a certaines caractéristiques linguistiques que je vous montrerai. Il y a l'ouest, nord et nord-est. Donc c'est une vaste région qui va de la Picardie et de l'Artois jusqu'aux Flandres. Donc nord et nord-est. Après on a le ouest, autre région importante du point de vue de la caractérisation dialectale, et le centre, ce qui deviendra la base du français actuel, mais qui, à cette époque du Moyen-Âge, n'a pas un statut particulièrement privilégié. Le français de Paris, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, n'est pas plus important que les autres variantes. Je dirais même qu'il est moins important, mais on reviendra sur ça aussi. À ces 3 blocs, on ajoute évidemment le sud de la France, au sud du Massif central, région dans laquelle on parle une langue qui n'est pas du français, mais c'est l'occitan. C'est une autre langue qui a
ses propres caractéristiques et aussi sa propre tradition culturelle, notamment au Moyen-Âge. La tradition culturelle, la littérature en Languedoc est très importante, aussi pour l'influence qu'elle exerce sur le français. Autre chose qu'on peut dire, c'est que du point de vue de la langue écrite, de la langue littéraire, on ne trouve pas des textes en principe qui conservent, sauf quelques exceptions, mais en principe on n'y trouve pas des textes caractérisés par une forte unité dialectale. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans tous les textes, on constate la présence de plusieurs phénomènes dialectals qui dérivent de différentes régions. C'est une situation qu'on peut assimiler, si vous voulez, évidemment, mutatis mutandis, c'est-à-dire avec les différences qu'il faut souligner, avec la situation du grec classique. Vous savez peut-être que la littérature grecque aussi se caractérisait par une contamination de plusieurs éléments dialectals. La langue grecque écrite n'était pas une langue pure, unitaire, mais ce qu'on appelait en grec justement une koiné, c'est-à-dire un mélange de traits linguistiques différents. Or, en France, au Moyen-Âge, ça se passe plus ou moins la même chose, c'est-à-dire c'est étonnant de voir quand même un texte produit, prenons l'exemple, dans l'est de la France, peut avoir des caractéristiques typiques du nord et du centre, par exemple, et mélanger ces caractéristiques. Donc on distingue, pour le français médiéval, l'idée de koiné, c'est-à-dire d'une langue littéraire qui est contaminée, qui contient des traits de plusieurs régions, et aussi le concept de scripta, c'est-à-dire qu'on peut remarquer que dans chaque région, il y a une manière d'écrire qui peut être un peu différente par rapport aux autres régions. Donc il y a justement cette pluralité qui est très importante pour les textes qu'on verra typiques du Moyen-Âge. Donc, oui. Quand vous dites les manières d'écrire, est-ce que c'est juste les tournures de phrases ou c'est vraiment comme Non, c'est vraiment aussi la graphie, la phonétique, les sons, certains phénomènes phonétiques qui sont... Au début, les caractéristiques dialectales ne concernent pas tellement la syntaxe, par exemple, donc la tournure des phrases, etc. La syntaxe, les différences de syntaxe correspondent plutôt, si vous voulez, à un choix stylistique qui correspond parfois à un degré de culture de ceux qui écrivent. Donc, on aura tendance, quand c'est une personne très cultivée qui écrit et qui a une bonne connaissance du latin, qui a une syntaxe assez complexe, on aura un texte français qui correspond à ces syntaxes assez complexes. Quand vous avez un texte écrit par un auteur de culture moyenne ou qui s'adresse à un public de culture moyenne, vous aurez un texte avec la syntaxe beaucoup plus simple. Cela ne correspond pas vraiment à une différence régionale, mais plutôt, si vous voulez, sociale ou culturelle. Par contre, c'est au niveau vraiment des sons, des mots, c'est-à-dire la phonétique, le lexique, la morphologie, ces faits grammaticaux et linguistiques. Donc, pour résumer, disons, la langue littéraire, le français littéraire, pendant le Moyen-Âge, n'est pas une langue dialectale en soi, mais c'est une langue qui conserve en tout cas des traits qu'on peut qualifier comme traits dialectaux. Et on peut avoir plusieurs différences de ce point de vue, des traits champenois, anglo-normands, picards. On verra qu'il y a certaines régions privilégiées qui produisent vraiment une certaine manière d'écrire. Et parmi ces variantes, disons, régionales, il faut souligner l'importance accordée au Picard, c'est-à-dire à la région du nord de la France, qui, en tout cas pour les premiers siècles du Moyen-Âge, est, comme je vous disais, beaucoup plus importante et beaucoup plus influente que la variante parisienne ou centrale, en tout cas, qui sera par contre la base ensuite du français moderne. Mais ce n'est pas le cas des premiers siècles du Moyen-Âge. Le Picard est
une langue qui devient de plus en plus une variante, disons, qui devient de plus en plus importante pour la largeur de la région dans laquelle on trouve ces phénomènes, qui contaminent aussi une certaine manière de parler et d'écrire typique du français parlé en Angleterre, qui de base serait normand, donc de l'ouest, plutôt du nord-ouest, hein, mais qui subit l'influence importante et qui présente certains traits typiques du nord. Donc à ce moment-là, la variante du nord est très importante parce que on trouve des éléments du nord, non seulement dans les textes du nord proprement dit, mais aussi dans des textes de l'est, comme des textes champenois, et dans des textes anglais, donc anglo-normands. C'est ça qui nous dit que finalement cette variante du nord, c'est la variante qui a le plus de prestige du point de vue de la production littéraire pendant cette époque qui nous intéresse. Au point que, comment on peut constater cette importance? Aussi, par exemple, dans l'influence qu'il exerce dans la langue littéraire, et on le voit à partir d'un certain nombre de rimes qu'on appelle justement les rimes picardes. Des rimes telles que blanche, lance, en principe ce n'est pas des rimes, hein, parce que la prononciation est différente. Mais ça reflète une prononciation typique du Nord, parce que blanche et lanche se prononçaient de la même manière dans les dialectes du Nord, ou plutôt, on n'avait pas encore poussé l'évolution jusqu'à la prononciation que je vous ai dit, on prononçait plutôt blanche, lanche. Et ces rimes sont restées, même dans des textes pas du tout septentrionaux, et même dans des textes plus tardifs, dans lesquels, sans doute, l'évolution avait déjà différencié ces deux mots. Et pourtant, on retrouve ces graphies encore dans des textes assez tardifs. Cela pour dire l'influence importante qui a été exercée par la variante picarde. Autre exemple, c'est par exemple le fait que le mot caillou du français moderne n'est pas un mot typiquement français. Ce n'est pas un mot qui correspond à l'évolution du français standard, mais c'est un mot qui reflète un trait typique du Nord, c'est-à-dire le maintien du C vélaire devant A. Donc en principe, si on devait respecter la prononciation et l'évolution typiquement française, on devrait dire chaillou. Si on dit caillou, c'est parce qu'on a conservé ce trait qui est un trait typique du Nord, c'est-à-dire le C devant A au Nord reste dur que. Un phénomène de standardisation linguistique se constate à partir du XIIe siècle. C'est-à-dire, c'est à partir du XIIe siècle où le français du centre, le français parisien, commence à acquérir une certaine importance et prestige culturel au point d'assimiler toutes les autres variantes. Mais c'est seulement à partir du XIIIe siècle où cette tendance devient une véritable tension vers une langue unitaire. Comme par hasard, ça coïncide avec l'époque de Philippe Auguste. Encore une fois, je vous ai dit que Philippe Auguste a joué un rôle très important du point de vue politique pour la conception de l'État moderne, de la France moderne, avec comme une entité unitaire, et cette influence politique correspond aussi à une influence culturelle. C'est à l'époque de Philippe Auguste que le français de Paris commence à devenir la variante plus prestigieuse et plus importante et à créer une tendance vers une langue unitaire dans toute la France. Finalement, la langue de la cour de Paris devient un modèle, clairement un modèle de français standard, à partir de la fin du XIIIe siècle, et c'est une tendance qui s'accomplira dans les siècles suivants, XIVe et surtout XVe siècle, c'est-à-dire les 2 derniers siècles du Moyen Âge. De ce point de vue-là, il est important de souligner pour des témoignages qui nous montrent l'existence d'un côté de ces différences dialectales et de l'autre côté de la mise en place d'un modèle de prestige. Par exemple, on a un témoignage du philosophe anglais
Roger Bacon, qui est inséré encore dans un contexte qui n'est plus complètement francophone, parce que désormais, on est vers la fin du XIIIe siècle, l'anglais est en train de s'affirmer aux dépenses du français. Mais c'est un moment dans lequel encore les Anglais connaissent très bien la situation linguistique du français, et Bacon nous dit qu'en France, parmi les Picards, les Normands, les Français purs, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour la première fois, on est dans le troisième, quatrième quart du XIIIe siècle, il y a un personnage de la culture qui définit le français de Paris comme le français pur. C'est un des premiers témoignages qu'on trouve de cette reconnaissance de prestige, tout inséré encore dans un contexte dans lequel on reconnaît qu'il y a plusieurs variantes dialectales. Et de l'autre côté, toujours pour montrer d'un côté l'existence de ce modèle prestigieux qui devient de plus en plus important, mais à côté de la différenciation dialectale, dans une traduction médiévale du XIVe siècle, début du XIVe siècle, de la Consolation de la philosophie de Boès, il y a un prologue dans lequel le traducteur nous dit « Si m'excuse de mon langage, je m'excuse par mon langage, rude, malostru et sauvage, car né ne suis pas de Paris. » Je m'excuse si je parle une langue qui n'est pas vraiment le français pur, parce que je ne suis pas né à Paris. Cela au XIVe siècle. Donc on voit que dans cette phase, le modèle parisien commence à devenir vraiment le modèle prestigieux. Même si certains écrivains continuent à utiliser d'autres variantes dialectales. Je vous rappelle également, encore une fois pour souligner l'existence de cette différenciation, que le mot français, ou plutôt François, comme on disait à l'époque, commence à indiquer la langue de Paris seulement à partir du XIVe siècle. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on définit une variante avec le mot français, et qui commence donc la conscience moderne de l'unité linguistique française. On a vu la situation du point de vue linguistique, on va voir maintenant la situation du point de vue littéraire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne vous demande pas, mais évidemment ça va de soi, et puis je m'arrêterai un moment pour éventuellement. Alors, évidemment, le fait que la France soit le premier pays, pour ainsi dire, la conception de pays, comme je vous ai dit, est encore en évolution, mais le premier pays avec une production littéraire importante, précoce et importante, crée une sorte de cercle virtueux, plutôt pas vicieux, parce que l'essor de la littérature exalte aussi le prestige de la langue, au point que le français deviendra une langue importante, une langue de culture importante, même en dehors de la France. Il est par exemple important de souligner, au-delà de l'Angleterre qui est un cas spécial, mais il est important de souligner que par exemple il y a d'autres régions en dehors de la France dans lesquelles la langue française est pratiquée comme langue de culture. Notamment c'est l'Italie du Nord pendant plusieurs siècles et la Terre Sainte suite au phénomène des croisades. En France, on assiste par exemple à une naissance précoce de la littérature épique, c'est-à-dire ce type de littérature qui exalte la formation d'une conception de nation, d'une conception des peuples. L'exemple le plus typique de l'épique française, le plus précoce aussi, est évidemment la chanson de Roland. Chanson de Roland, difficile à dater. On a tendance à la dater entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Il y a certains qui proposent une date plus précise, de 1086, mais c'est très difficile à s'accorder sur la question de la datation. Mais on sait en tout cas que le texte tel que nous l'avons
c'est-à-dire la version écrite que nous possédons, a été composée entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, même si une tradition orale devait exister déjà depuis longtemps. On assiste en même temps à l'émergence de deux types de littérature épique. D'un côté, l'épique normande, qui exalte la figure du roi Arthur, et ce sont surtout les auteurs anglais qui soulignent cela, parce que n'oublions pas que la littérature épique constitue aussi le fondement du pouvoir politique, parce qu'on montre qu'il y a une certaine dynastie, certains personnages qui sont à la base d'une certaine dynastie, qui ont lutté pour l'unité, disons, du peuple, pour la liberté d'un peuple. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on utilise la figure légendaire du roi Arthur en Angleterre. Donc, l'épique normande, anglo-normande, aura tendance à se fonder sur la figure du roi Arthur, tandis que l'épique plus strictement française, et notamment picarde, justement, parce que, comme je vous ai dit, le prestige du Nord est très important dans le 1er siècle du Moyen-Âge, se fondera plutôt sur le personnage de Charlemagne, bien entendu, et donc sur l'épique carolingienne. À partir de la littérature épique qui constitue pratiquement le premier modèle littéraire d'une littérature française, on voit l'émergence d'autres genres littéraires, notamment le roman. Évidemment, il y a toute une histoire du genre romanesque qui commence avec des textes qu'aujourd'hui on n'appellerait pas de romans, mais que, pour l'évolution de la littérature française, ont certaines caractéristiques de ce qu'on appelle le roman aujourd'hui. La véritable révolution, si vous voulez, a été réalisée par Chrétien de Troyes, qui, utilise toute sa culture et toute sa capacité linguistique et rhétorique pour construire une littérature romanesque à partir de cette matière arthurienne qui jusque-là avait été surtout le sujet des textes produits en Angleterre. Donc, Chrétien de Troyes se sert de cette matière qui était devenue désormais très connue et très populaire pour réaliser des textes avec un style nouveau qui constitue finalement la forme accomplie de ce qu'on appelle le roman au Moyen-Âge. Un autre élément, un autre passage très important qu'il faut souligner est le passage du vers à la prose. N'oublions pas en effet que si les tout premiers textes pouvaient avoir une allure de prose, par exemple certaines traductions de la Bible, certaines traductions des vies des saints, etc., en principe, la littérature des premiers siècles en français est une littérature en vers. Même ce qu'on appelle un roman, justement, y compris les romans de Chrétien de Troyes, étaient écrits en vers. C'est au début du XIIIe siècle qui s'accomplit le passage entre le vers et la prose. Et cela obéit avant tout, à une exigence principale, et ça correspond à un passage culturel fondamental. L'exigence principale, c'est qu'on commence à produire des textes historiques, des chroniques par exemple. Et la préoccupation principale des auteurs de textes historiques, c'est de fonder la véridicité de leur écrit. De ce point de vue-là, la prose garantissait à ces auteurs une plus grande correspondance à la vérité. C'est-à-dire, on disait, les poètes écrivent en vers, mais les poètes inventent. Ce qui est écrit en vers, donc, ne correspond pas à la vérité. C'est une invention littéraire. Par contre, la prose atteste qu'on est en train d'écrire un texte vraiment fidèle à la vérité et donc historique. Peu importe que les premiers textes en prose ne soient pas du tout historiques dans le sens moderne du mot. Il y a une bonne partie d'invention aussi dans ce type de texte. Mais c'était du point de vue idéologique qu'on voulait fonder la véridicité du texte en s'appuyant sur la prose.
Un des premiers exemples de prose, par exemple, est justement la chronique du pseudo-Turpin, composée en 1202 par Nicolas de Senlis, qui est une chronique justement qui s'insère dans cette tendance à fonder toute l'histoire de la France et de la dynastie carolingienne. La chronique du pseudo-Turpin est tout sauf qu'historique. C'est vraiment légendaire, mais a la prétention de se proposer comme étant un texte historique. D'où l'emploi de la prose. L'autre élément qui marque le passage du vers à la prose, c'est le fait que la transmission des textes et la lecture des textes même, jusqu'à une certaine époque, était toujours orale. C'est-à-dire que, puisqu'il y avait très peu de gens qui savaient lire, les textes étaient lus à haute voix devant un public plus ou moins nombreux. De ce point de vue-là, les vers favorisaient évidemment la récitation du texte. À partir d'un certain moment, on commence à lire les textes de la manière moderne, c'est-à-dire une lecture intérieure, une lecture silencieuse. Et à ce moment-là, la nécessité de s'appuyer sur les rimes, sur la métrique, pour mémoriser le texte, devient moins importante. Et cela favorise aussi l'imposition de la prose. Un peu plus tard, à l'époque de la composition, par exemple, du roman de la Rose, par Jean de Meun, surtout, c'est-à-dire la deuxième partie du roman de la Rose. Le roman de la Rose était une composition de deux auteurs différents qui appartiennent à deux époques différentes. Mais surtout de la deuxième partie, la plus récente, on voit l'entrée dans la littérature d'un langage qui n'est pas un langage courtois. C'est-à-dire, la première littérature est une littérature courtoise qui s'appuie sur un vocabulaire courtois et qui n'accepte pas, ou très rarement, la langue parlée et le langage plus colloquial, disons. On le verra dans le commentaire à un texte, avec le roman de la Rose, on voit peut-être pour la première fois l'emploi d'un langage, comment dire, oui, tout à fait, je dirais même pas quotidien, mais en tout cas parlé, un langage typique de la langue parlée, plus vaste, qui n'est pas une sélection de la seule partie courtoise de la langue française. Voilà, alors, une dernière chose que je dois vous rappeler, c'est le fait justement que, mais ça je l'ai un peu anticipé en parlant des textes historiques, c'est le fait que à partir de la fin du XIIIe siècle, on assiste à une augmentation de la production de textes en français qui ne sont pas des textes littéraires, mais qui sont plutôt soit des chroniques, même si, comme je vous ai dit, souvent les chroniques sont toujours des textes dans lesquels l'auteur utilise beaucoup de rhétorique, beaucoup de capacités littéraires. Mais on voit aussi l'apparition de textes didactiques, c'est-à-dire des textes faits pour l'enseignement, pour enseigner quelque chose, et des textes pratiques, par exemple des textes d'agriculture, des textes de médecine vétérinaire, enfin des textes pratiques, mais écrits en français. Donc cela augmente évidemment la connaissance linguistique que nous avons du français, parce qu'évidemment dans ce type de texte, la langue utilisée ne sera pas du tout la même langue qu'on utilise dans une chanson lyrique ou même dans un roman, évidemment. Il y a un autre élément très important qui favorise justement l'affirmation d'une véritable littérature en langue française. Et c'est le fait que le latin devient de plus en plus la langue de l'Église. Et donc il y a un repliement clérical du latin, avec un choix différent aussi. C'est-à-dire que les clercs qui écrivent en latin, qui continuent à écrire en latin, s'occupent surtout de littérature, d'écriture religieuse ou d'écriture didactique. Ils ne donnent pas beaucoup d'espace à la littérature. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là,
au contraire, il condamne de certaines littératures de loisirs, etc. D'où le fait que l'espace du français pour ce type de littérature, pour ce genre de littérature, devient de plus en plus grand, puisque le latin ne s'en occupe plus. Alors, je termine rapidement ce volet sur la partie d'histoire externe en parlant de manière plus rapide de la langue, du problème de l'Angleterre. On a déjà dit plusieurs choses, donc je résume. Finalement, on sait qu'il y a la conquête normande de l'Angleterre à partir de 1066, et à partir de ce moment-là, la langue de la culture et de la cour anglaise devient le français. Mais ce n'est pas le français, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois. C'est une variante du français. Une variante qui déjà était caractérisée du point de vue dialectal dès le départ, c'est la langue du nord-ouest, le normand, mais qui, en s'implantant en Angleterre, subit l'influence de l'anglais, d'une certaine manière, subit l'influence du dialecte du nord, et donc se crée une variante régionale typique qu'on appelle l'anglo-normand, qui est très important du point de vue de la littérature française, parce que c'est quelque chose qui nous échappe encore, qui est difficile à expliquer, mais tout de même, les tout premiers manuscrits littéraires de littérature française n'ont pas été produits en France, mais en Angleterre. Au point que, moi j'ai un ami professeur d'anglais à Londres qui s'amuse chaque fois qu'il est invité en France à dire que finalement la littérature française est née en Angleterre. Donc, mais il y a un côté de vérité de cela, parce que les premiers manuscrits produits, et donc les premiers textes, sont produits en Angleterre. Par exemple, la vie de saint Alexis, qui est peut-être le premier chef-d'œuvre qui précède la chanson de Roland, le manuscrit le plus ancien est un manuscrit anglais, et certains traits linguistiques de ce texte nous disent que l'auteur aussi devait être d'origine anglo-normande. La chanson de Roland, pour laquelle on dit maintenant qu'elle elle est due en tout cas à une production peut-être orale au début, mais française. Tout de même, le manuscrit le plus ancien, le manuscrit qui nous a permis de connaître le texte tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est un manuscrit anglais conservé à Oxford. Non seulement, mais les premiers auteurs les plus connus de la production littéraire française sont des auteurs qui ont opéré à la cour anglaise. Marie de France, avec ses laits, elle est probablement d'origine française, comme le nom le dit, elle tient à souligner qu'elle est de France, mais elle travaille en Angleterre. La cour d'Henri II, qui protège des personnages tels que Wace ou Benoît de Sainte-Maure, l'auteur du roman de Troie. Mais aussi, par exemple, toute la production tristanienne. Les fragments, parce qu'on a seulement des fragments de l'ancienne histoire tristanienne, mais tous les fragments les plus anciens de la légende tristanienne sont des fragments qui sont dus à des auteurs anglais. Il est important de souligner que cela, à cause de la situation politique particulière qui existe en Angleterre, même les premiers textes juridiques en langue française sont des textes qui ont été écrits en Angleterre au XIIIe siècle. Et que les premières grammaires de la langue française ont été également écrites en Angleterre. Cela s'explique plus facilement parce que ces grammaires ont été écrites à une époque dans laquelle l'Angleterre était en train d'abandonner le français. Donc on était en train d'oublier le français, mais certains milieux aristocratiques voulaient garder la connaissance de la langue française qui était réputée comme une langue de haute culture. D'où le fait qu'on commence à écrire de grammaire parce que sinon ce n'est pas plus possible de maintenir la bonne connaissance de cette langue. En fait, c'est assez tard qu'on fait ça. C'est à la fin, c'est entre 15e et 16e siècle. Mais les deux premières grammaires du français connues, celle de John Barton et celle de John Palsgrave, sont des grammaires produites en Angleterre par des auteurs anglais.
Un autre phénomène important à souligner est le fait que, avec la conquête française de la Normandie, à l'époque de Philippe Auguste, encore une fois, qui a commencé son expansion, l'expansion des domaines de la couronne française en plusieurs directions. Au nord-est tout d'abord, mais ensuite il s'est adressé contre la possession normande en France. D'accord ? Donc la reconquête française de la Normandie a créé une séparation de plus en plus nette entre le français insulaire et le français continental. Et le français insulaire de l'Angleterre se caractérise par une plus grande conservation, c'est-à-dire il reste plutôt ancré à une tradition ancienne, sans évoluer, parce que la nouvelle production de l'évolution du français est désormais Paris, désormais la France, et cette évolution n'arrive pas jusqu'à toucher l'anglais, enfin le français d'Angleterre. Donc, la langue insulaire devient conservatrice. Et ça aussi, on verra. Finalement, ce qu'on peut constater, c'est que vers la fin du XIVe siècle, l'Angleterre passe plus ou moins définitivement à l'anglais, et cela comporte une forte modification de la langue anglaise, qui est, dans ce passage du français à l'anglais, il y a une forte influence du français sur l'anglais, ce qui fait qu'un bon 50% du lexique anglais, encore de lexique actuel anglais, est d'origine latine ou française. Et ça fait la richesse de la langue anglaise. C'est une des raisons de la facilité de l'expansion de la langue anglaise est due au fait que c'est une langue très riche du point de vue lexical. Je m'arrête là. J'aurai des exemples, mais je vous les donnerai la semaine prochaine. Je vous demande si vous avez des questions à ce propos, avant de passer à autre chose, à d'autres volets.